Vous êtes le présent et l'avenir du Cameroun. Comme s'il s'était passé le mot, ces propos du président de la République sont repris en écho à la une de Cameroun Tribune et de Terre Promise Hebdo. Assurément, le discours du chef de l'État Paul Biya à la jeunesse fait florès dans la presse. Le monde professionnel évoque en pied de page ce que propose Paul Biya aux jeunes en 2024. Certainement pas l'immigration clandestine, argue le Messager, alors que Conjoncture économique confirme la mise sur pied cette année du plan triennal intégré d'import-substitution. You can always count on me. Écrite en langue de Shakespeare, la petite phrase de mise en confiance d'un père à ses enfants apparaît en gras au bas de la grande une du quotidien national bilingue. Comme pour prendre en grippe les annonces du président Paul Biya, les terroristes sécessionnistes qui sévissent dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest ont ciblé la journée du 11 février pour frapper au cœur de la ville de Kambé dans la région du nord-ouest. Qualifié de lâche, l'attentat qui a malheureusement causé un mort et de nombreux blessés est condamné par le chef de l'État, par la presse aussi. Le président de la République présente ses condoléances aux familles affectées. Célébré à travers le pays à la faveur de son 91e anniversaire, l'homme du 6 novembre a fait les choux gras de la presse dont il est devenu le chouchou. Fleurs, messe d'action de grâce, motion de soutien, souhait de longévité, le quotidien y consacre pratiquement l'entièreté de sa une. L'autre visage, et pas des moindres, qui a crevé les unes des journaux, c'est bien celui du professeur Joseph Ouna. L'immortel savant, pour reprendre les termes du Tri-Hebdo La Météo, a été conduit à sa dernière demeure à Kombikwe dans le département de l'Océan, relève le point Bi-Hebdo. La dernière révérence du maître qui a eu droit aux obsèques officielles s'est faite en présence du représentant personnel du chef de l'État, le professeur Jacques Famendongo. Et c'est Cameroun Tribune qui le souligne. Le journal consacre son focus de vendredi à un grand rendez-vous des affaires. Promote 2024, qui accueille plus de 1000 exposants sur le site du Palais des Congrès, a ouvert ses portes ce samedi à Yaoundé. Et quoi à suivre dans nos prochains relevés de presse. Pour l'heure, place au débat. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ravis de retrouver Laetitia Onana pour le relevé de la presse de la semaine. Ravis de vous retrouver également après la trêve qui nous a été imposée par le déroulement de la CAN Total Énergie à Abidjan, en Côte d'Ivoire et dans d'autres villes ivoiriennes. La fin de cette compétition continentale nous donne d'ailleurs l'occasion, à Saint-de-Presse, de faire des projections sur la réorganisation du football au Cameroun. Réorganiser ce football pour que nous ayons de meilleurs résultats. Ce faisant, nous emboîtons le pas au président de la République qui, dans son message à la jeunesse le 10 février dernier, a dit avoir donné des instructions fermes au ministère des Sports à la suite de la débâcle des Lions Indomptables à la CAN. Notre questionnement, comment rebondir, comment reprendre le combat pour retrouver le chemin de la gloire? Nous parlons de la CAN, nous parlons aussi du certificat de possession des droits fonciers coutumiers administrativement reconnus dans le cadre de la procédure de traitement des demandes d'immatriculation directe des dépendances du domaine national occupées et ou exploitées en vue de l'obtention d'un titre foncier. Ce document a été institué par le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières du Cameroun en date du 9 février 2024 par lettre circulaire. Quelle lecture donner à ce texte où se trouve le point de rupture en réalité? Et enfin, avec nos invités, nous évoquerons la candidature de l'Afrique portée par le Cameroun à la tête de la 79e Assemblée générale de l'ONU. Il y a 2 jours à Addis Abeba, le Conseil exécutif de l'Union africaine a endossé la candidature de M. Philémon Yang comme candidat unique de l'Afrique pour la présidence de la 79e Assemblée générale des Nations unies. Nous accompagne dans cet exercice Jean Patient Tala, il est journaliste. Bonsoir. Bonsoir Séverin Alegambélé, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci Jean Patient d'être là. Vous êtes directeur général de Royal FM à Yaoundé, président de la section centre du syndicat national des journalistes du Cameroun. En face de vous, Prince Aristide Ngekam, bonsoir. Bonsoir Séverin Alegambélé, merci de m'accueillir dans ce studio. Vous êtes journaliste, directeur de publication de l'hebdomadaire Forum Libre. Ça marche bien? Je mets tout ce que j'ai appris là-dedans pour non seulement servir nos lecteurs, mais surtout donner la bonne information.
Cyril King MBP avec nous, journaliste, bonsoir. Bonsoir Séverin, bonsoir à tous ceux qui sont sur le plateau avec moi, bonsoir à nos téléspectateurs qui sont à la maison, nombreux ce soir encore. Je vais dire bienvenue à Cyril parce que, chers téléspectateurs, il rentre désormais dans la présentation de l'émission Scène de presse. Le directeur général a bien voulu que cela soit fait ainsi, donc dorénavant, ne soyez pas surpris de le voir sur le plateau présenter l'émission. Bienvenue Cyril et beaucoup de courage. Hein. Merci beaucoup Séverin. Je rappelle que je connais très bien Cyril depuis la FM 94. Oui, donc c'est sûr. un bon élément que vous avez en face de vous. Pour le moment, il est au service économique de la CRTV. Et enfin, Dr Evele Malikatou, bonsoir. Bonsoir, Séverin. Merci d'être venu. Je vous en prie. Je signale que vous êtes docteur en administration du sport, président du comité national Pierre de Coubertin du Cameroun, vice-président du comité international Pierre de Coubertin, président de l'association des comités nationaux Pierre de Coubertin d'Afrique. Merci d'être là. Merci, c'est un plaisir pour moi d'être là et de contribuer, n'est-ce pas, à votre émission. Et nous serons rejoints sur ce plateau par Charles Sebouné, qui est le chef de l'unité des affaires diplomatiques à la CRTV. Il interviendra précisément pour cette information que nous avons eue et qui honore le Cameroun, à savoir la candidature de Philémon Yang à la tête de l'Assemblée générale des Nations Unies, la 79e session. Messieurs, merci pour votre participation à cet échange citoyen. Le site de Camfoot, cop.com, que nous avons consulté, établit dans sa récente publication que les Lions indomptables du Cameroun n'ont pas brillé lors de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. L'objectif était de décrocher la 6e étoile, malheureusement. Zamboanguissa et ses coéquipiers ont été éliminés en 8e de finale par les Super Eagles du Nigeria. Les supporters du 11 national n'ont toujours pas avalé la colère, car la copie présentée était loin de faire l'unanimité. Le président de la FECAFOOT avait indiqué que le bilan devait être fait. Le rapport de la compétition reste toujours attendu selon le site de Camfoot. L'auteur de l'article en ligne continue en indiquant que le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football a tenu une réunion le 5 février à Yaoundé, et l'ordre du jour portait sur le bilan de la participation de la sélection nationale à la CAN. Le communiqué sanctionnant les travaux de cette session n'a pas fait cas de cela. Au contraire, le secrétaire général a mis en relief une proposition de démission du président Samuel Eto'o, une démission finalement rejetée par les membres du comité. Le moment est peut-être venu d'analyser profondément ce que le président de la République a appelé dans son message le 19 février dernier, l'élimination précoce de nos Lions indomptables lors de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Pour vous, avec beaucoup de recul, qu'est-ce qui n'a pas marché? Disons que le recul, nous l'avons pris il y a fort longtemps. Personnellement, je ne voyais pas les Lions aller très loin, après avoir analysé un peu d'abord leur préparation, ensuite tout ce qu'il y avait autour, les informations dont nous avions la chance d'avoir en possession, je vais me répéter. Le volume des attentes a été battu par le volume de la déception, et pour nous autres c'était prévisible. La cacophonie autour de la préparation ne se voyait pas, mais le chef de l'État, Paul Biya, avait pris la peine quand même d'ouvrir un boulevard à ceux qui sont aujourd'hui à la tête de la fédération, en leur démontrant que le ministre ne va plus trop s'impliquer, s'ingérer dans ce que vous faites. Et ça, c'est depuis 2014, avec les réformes de 2014, où justement on avait bien défini les rôles entre le ministère et la FECAFOOT. Voilà, et ce qui a été justement une réalité dans le cas actuel, le président de la FECAFOOT ne peut pas dire le contraire, parce qu'on lui a laissé quand même un ensemble de manettes qu'il manipule. Donc il est globalement responsable de l'échec. Moi, mais ce n'est pas lui qui était sur le terrain, c'était les joueurs. J'ai pas fini. Vous n'avez pas le chef de l'État, donc je suis d'abord sur l'aspect politique et géopolitique. Il est responsable de l'échec, pour commencer. Ensuite, sur le plan purement sportif, il y a un autre enjeu, qui est qu'il est arrivé là, il a trouvé un sommier qui n'était pas du tout bien. Ça, il faut le reconnaître. Pas de championnat quand il arrive, tout est à volo, les clubs existent comme ils peuvent, il n'y a pas de football jeune, le foot féminin se bat tant qu'il peut. Donc à la base, il n'y a pas une structuration qui permet d'avoir une équipe nationale bien organisée, avec un plancher qui fait en sorte qu'on se compare aux autres. Quand vous regardez les autres nations, Sénégal et autres, qui se sont déployés pendant cette compétition, vous allez constater que le fond existe, et le fonds se pérennise parce qu'il y a des politiques
publiques en la matière qui font en sorte qu'on ne puisse pas déroger à la règle première du sport, qui est de commencer à un âge qui correspond à ce qu'il faut pour devenir professionnel. Par contre, ce qu'on a vu là, c'est que nous sommes allés à la pêche de quelques poissons rares qu'on a ramenés comme ça dans la mare, et finalement on voit le résultat, parce qu'il n'y a pas une synchronisation dès le départ. On ne peut pas avoir une traçabilité en termes des joueurs qu'on a pu rassembler. C'est-à-dire que c'est au pif, quand nous aussi, comme à la maison, nous regardons les matchs dans les championnats étrangers, on dit mais ce nom-là, c'est pas un nom d'un Camerounais. Oui, c'est le nom d'un Camerounais, mais pourquoi Eto'o ne l'appelle pas? C'est des choses comme ça. C'est de la même manière que nous avons pensé dans les chaumières, c'est comme ça que l'équipe, sur le plan sportif, a fonctionné. On repère des individus parce que le nom, le patronyme, ou alors le visage, il ressemblerait à un Camerounais, juste qu'il a une autre couleur, et on le met dans la sélection. Il n'est pas un peu excessif, Prince, quand on écoute Jean Patient? Non, non. C'est le même. C'est un constat froid. Que vous avez. Je pense que c'est un constat froid et il ne faut pas faire l'économie des mots. Lorsqu'il faut, vous-même, à l'entame de cette émission, vous avez dit que le chef de l'État a commencé par tirer la sonnette d'alarme. Et je vais citer un paragraphe pour rejoindre Jean Patient Tiala, pour vous dire que le chef de l'État est autant sérieux que lui-même. Il a fait sa propre analyse. Je le cite: « Je sais l'importance que vous accordez au football. L'État, dans le contexte difficile qui est le nôtre, consent de lourds sacrifices financiers à cet égard. Il est donc en droit d'exiger une meilleure organisation et de meilleurs résultats. » Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le président a tout mis. C'est-à-dire que comparativement à des plaintes d'il y a une dizaine d'années où des gens... Oui, on n'a pas entendu les problèmes de primes. Les problèmes de primes, les problèmes... Il y avait peut-être des cas d'indiscipline, mais c'était plus lié à... Oui, c'est-à-dire que le président vous dit, j'ai tout mis. Tout ce que vous m'avez demandé, je vous ai donné. Dans un contexte difficile. Tout le monde sait que le Cameroun a des véritables problèmes en matière d'économie. Nous avons un réel problème avec les caisses de l'État. Jusqu'à ce que les gens, on n'en parlait pas souvent, mais jusqu'à ce que le 31 décembre, le président puisse lui-même dire que nous avons de réels problèmes. Et donc, en dehors des problèmes que nous avons, les problèmes sociaux et vitaux, qu'on puisse consacrer une part belle en matière de finances au football, logiquement on s'attendrait à un résultat probant. Et donc, à côté donc de ça... Alors pour vous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, c'est les acteurs, c'est l'environnement autour de l'équipe nationale, parce que je vous dis... Jean Patient, lui, il a été clair. Hein. Oui, je vous dis... Il a dit ce qu'il pensait là-dessus. Ne tournez pas autour du pot. Non, je ne tourne pas autour du pot. Votre prétexte, c'était le discours du président. Oui. Je le cite encore. La victoire n'est toutefois pas le fait du hasard. Après, on va écouter le président dans son essai. Non, je dis, n'est pas le fait du hasard. N'est pas le fait du hasard. Elle existe, certes, du talent, mais aussi du courage, de la discipline, de l'organisation et un travail acharné. Il a tout dit. Pas de discipline, pas d'organisation, et des choses sont faites à l'emporte-pièce. La victoire n'est pas le fait du hasard. Et moi, j'ai souvent mal, lorsque j'entends souvent des sportifs dire non, même si on a mal joué, l'essentiel c'est de gagner. Non. Non. Lorsque vous avez, c'est comme si, je le paraphrase, lorsque vous avez un enfant, c'est-à-dire que vous dites non, un enfant est intelligent, je ne vais pas le suivre, ou alors je ne vais pas suivre, être regardant s'il étudie bien ses leçons, parce que je sais c'est un génie. Non, il n'y a pas de génie au hasard, il n'y a pas de génie. Les génies que vous voyez étudient, ils apprennent, ils se concentrent. Et donc, je voudrais dire quoi ici? Pour rejoindre un tout petit peu Jean Patient, les choses ont été faites à l'emporte-pièce. C'est-à-dire qu'il y avait une telle cacophonie, même sur le plan technique, le Cameroun n'a pas de fond de jeu. Mais on est quand même allé au 8e de finale. Oui, je dis le Cameroun n'a pas de fond. Il ne faut pas oublier ça aussi. Non. On serait allé au quart de finale ou en finale avec cette cacophonie. Je dis c'est trop facile de le dire. Alors c'est trop facile et ça donne l'excuse à ceux-là qui pensent qu'on peut continuer dans la cacophonie et atteindre des résultats. Non, il faut à un moment être discipliné. Dans toute chose, il faut de la discipline et il faut aussi de l'éthique. On ne peut pas le dire comme si c'était on le lisait dans les livres et ne pas l'appliquer sur le terrain. Je pense que le football, quelque part, c'est un sport, mais c'est aussi une science. C'est aussi une science. C'est la raison pour laquelle les écoles de football existent. Je vais prendre la réaction d'un visiteur sur le site camfoot.com. Un simple rapport aurait fait l'affaire, qu'on dise aux Camerounais ce qui s'est passé pour qu'on soit aussi mauvais en Côte d'Ivoire. Après, on pourra tirer les conséquences et avancer. C'est avec l'argent de nos impôts que la fédération a organisé le stage en Arabie Saoudite et participé à cette CAN.
on doit prendre à rendre compte dans ce pays? Tout de Cyril, suite. vous partagez cette opinion? Tout de suite, c'est vrai. Je partage entièrement cette opinion. Et je précise une chose, le football, ce n'est pas le journalisme. Ce n'est pas l'enseignement dans une université. Le football, c'est une discipline. Je crois que le problème que nous avons au Cameroun depuis un certain moment et qui apporte une grosse déception, c'est qu'on fait trop d'annonces quand on va à une compétition. Je crois que la meilleure façon de réussir nos compétitions pourrait partir du fait que nous soyons humbles au moment d'aller en compétition. Nous sommes allés en Coupe du Monde en faisant des déclarations, nous partons jouer 7 matchs. Nous sommes allés en Coupe d'Afrique des Nations en disant nous sommes la plus belle équipe de football au monde. Donc nous pouvons faire un certain nombre de choses. Quand on n'atteint pas des objectifs, à ce moment, on a autant de déceptions que les annonces qu'on a faites au départ. Donc je crois qu'au-delà de l'indiscipline, et j'ai écouté le ministre des Sports qui a dit on ne peut pas être porteur de division et vouloir du succès. Il y a quand même un problème de division très visible quand on regarde le football camerounais aujourd'hui. C'est-à-dire, tel que nous sommes en train de parler sur ce plateau, il y a des personnes qui nous écoutent et qui disent certainement que ceux-là, ce sont des aigris, des personnes, je ne sais pas. Donc, il faut qu'à un moment, on arrive à comprendre, quelqu'un parlait des impôts tout à l'heure. C'est vrai, moi, je fais des reportages dans l'économie. Je dis pour éviter que nous ayons des problèmes de coupure d'énergie au Cameroun, les centrales de Dibamba et de Kribi qui sont fermées ont besoin de moins d'1 milliard de francs CFA pour payer, que Eneo doit payer à travers le gouvernement à l'opérateur. Mais la compétition de football là a demandé 1,5 milliard de francs CFA. On aurait pu dire n'allons pas à la CAN, prenons le milliard, mettons-le dans le football. Et on a la lumière au Cameroun. Mais on a sacrifié tout ce qu'on peut avoir dans ce pays pour regarder des jeunes. Et je vais poursuivre en disant, quelqu'un a dit, moi je dis les acteurs n'étaient pas à la hauteur. Peut-être, je ne connais pas trop la fédération, mais les acteurs, ce que nous voyons sur le terrain. On va accuser le coach Séverin. Dans ce pays, on a eu des moments où on a mis des joueurs sur le terrain et ils ont joué de leur équation personnelle. C'est-à-dire à un moment, ils disent, le coach nous a dit voilà ce qu'on fait. Mais sur le terrain, la situation nous oblige à essayer de nous parler et de changer notre façon de faire. Mais j'entends des gens qui disent, qui répondent sur un certain nombre de réseaux que vous n'allez pas demander à ces gars de venir casser leurs pieds ici alors qu'ils ont des contrats mirobolants en Europe. Mais s'ils ont des contrats en Europe, ils y restent. Nous, on ne participe à aucune compétition et nous avons le cœur qui nous fait moins mal en tant que Cameroun. La situation de notre sélection nationale du football est liée à quoi? À l'absence du talent, du courage, une question de discipline, de l'organisation d'un travail acharné. Je m'adresse à un spécialiste du sport. Docteur Révélé. Merci Séverin, j'ai écouté les différentes réactions. Je partage bon nombre d'entre elles. Je voudrais tout simplement dire à Kingé que non, le fait d'annoncer n'est pas une mauvaise chose. Les enjeux sont importants. Il y a une guerre psychologique quand même. C'est très important, mais qu'est-ce qu'on annonce? C'est là que le bas blesse. On annonce quoi? Et le président de la République qui nous rappelle fort opportunément que on n'arrive pas au sommet tout simplement par les effets d'annonce. Il faut travailler, il faut s'organiser. Bon, la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché, c'est qu'on a été, lui-même il l'a dit, le président, on a été éliminé précocement. Si le chef de l'État lui-même dit qu'on a été éliminé précocement, le terme n'est pas anodin dans le discours. Ça veut dire que lui-même, il estime que vraiment, quel que soit ce qu'on va venir expliquer ici à Scène de Presse ou ailleurs, ce n'était pas notre niveau là. Mais c'est à ceux qui sont chargés, qui font les annonces n'importe comment, de tirer les leçons de ça. Et tirer les leçons de cela veut dire qu'il faut d'abord accepter cet état de choses, plutôt que de passer le temps à vouloir expliquer l'inexplicable par des explications inexplicables. Je crois que tout est dans l'esprit. Parce que quand on dit fighting spirit, on se leurre un peu, on s'accroche au fighting. On n'a pas bien étudié le spirit en question. Donc l'esprit, le mindset là, n'existe plus. D'ailleurs, quand on a sorti l'expression fighting spirit, c'est quand on voulait rattraper les écueils. En réalité, à une époque bien reculée, ça n'existait pas fighting spirit, mais il y avait des victoires. L'expression n'était jamais sortie, parce que pour moi c'est un slogan, en réalité, qui est du vernis. Le spirit actuel ne correspond pas à ce qu'on connaît du Cameroun en tant qu'équipe nationale de football. Alors, c'est dans ce mauvais esprit, maudit, qui est arrivé
que se trouve toute la sorcellerie actuelle de notre football. Bon, disons que les esprits des joueurs, permettez, directeur, les esprits actuels des joueurs. Vous voyez le fait qu'ils ne puissent pas, comme Cyril disait, ils ne puissent pas être engagés. Mais d'où vient l'absence d'engagement? Où est-ce qu'on allait les chercher? Non, disons Où est-ce qu'on allait les chercher? Comment est-ce qu'on allait les chercher? La manière avec laquelle on allait les prendre. Attendez que je finisse, si vous permettez. J'ai regardé un reportage dans une chaîne occidentale qui montrait un petit tournoi à Dakar au Sénégal où les écoles de football se rencontraient. Celle du Cameroun est sortie dès longtemps. Merci Cyril. Celle du Cameroun n'a pas fait long feu. Celle du Sénégal, il y avait deux même du Sénégal et les autres pays, ça fonctionnait. On est surpris aujourd'hui que le Cap-Vert se retrouve en train de prospérer sur le plan du football. Mais pourquoi? Il y a une organisation de base. Exact. Il y a un esprit commun. Il parlait d'humilité. Je suis d'accord avec lui. L'humilité. Le fighting spirit n'a jamais dit d'être orgueilleux. Non, mais ou d'en redemander. Attention. Non, mais s'il vous plaît, permettez aussi. Attention. Vous avez tellement développé sur votre fighting spirit. Je voudrais dire que le fighting spirit lui-même, en tant que source de motivation pour pousser vers l'avant les équipes, n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est même pas seulement une simple déclaration. C'est une exhortation. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre. Maintenant, mais le fighting spirit, il va se mettre en place où? C'est un cache-sexe qui est arrivé. Dans quelle équipe? Nous n'avons pas d'équipe. Non, c'est un cache-sexe. J'ai dit ici, sur un plateau organisé par la CRTV, que c'était des sélectionnés. C'était ni une sélection, ni une équipe. Alors vous demandez du fighting spirit pour que le fighting... Non, je ne suis pas allé... Pour le fighting spirit, ce que Jean-Patient veut dire, c'est que le fighting spirit... Ce qu'on appelle, ce slogan-là, doit avoir du contenu. Il y a du contenu. Non, mais derrière cette idée de fighting spirit, derrière cette idée, lorsque le chef de l'État fait mention du fighting spirit, ce n'est pas pour cacher l'arbre, ce n'est pas pour être l'arbre qui cache la forêt. C'est pour exhorter les uns et les autres à avoir cet esprit de dépassement de soi. Mais d'accord, sauf que de l'autre côté, du plan de l'organisation, et c'est très bien que le chef de l'État lui-même ait tiré les conclusions qui doivent être tirées, c'est qu'à un moment donné, cette expression du chef de l'État a été l'arbre qui a caché la forêt parce que les gens l'ont utilisé à des dessins qui ne sont pas... Voilà, parce que là, nous voyons très bien que à cette Coupe d'Afrique des Nations, il n'y avait pas d'équipe. Mais c'est exactement il y avait une sélection avec des sélectionnés, pas une équipe. C'est vrai. Je tiens à dire que peut-être quand nous parlons du football, on peut dire qu'il faut qu'on parle du mouvement sportif en général. Mais je tiens à rappeler que nous avons des disciplines dans lesquelles, à chaque sortie du Cameroun, il y a des médailles d'or qui sont remportées. Exact. À chaque sortie, vous avez les gars qui font le taekwondo, les gars qui font le weightlifting, les gars qui font l'haltérophilie, tout cela, les sambistes, ils vont régulièrement remporter des médailles. Et on n'a jamais parlé de leur prime de participation. Mais maintenant, le football, voilà le taekwondo qui a qualifié 2 athlètes aux Jeux paralympiques. Le football est ce qui nous attire tous. Ils n'ont pas 40 millions de primes de participation et pourtant ils vont porter les couleurs du Cameroun aux Jeux olympiques. On ne peut pas nous servir ce genre de copie alors que le football est ce qui nous prend tout à tout le moment et chaque fois. Dans son message à la jeunesse le 10 février, le président de la République a évoqué donc la question relative à la gestion du football camerounais. Au lendemain de la sortie des Lions indomptables de la CAN 2023, son Excellence Paul Biya dit avoir donné des instructions fermes au ministère des Sports. On va le réécouter dans cet extrait de discours. Au moins, vous avez été certainement déçus par l'élimination précoce de nos Lions indomptables lors de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue actuellement en Côte d'Ivoire. Je vous félicite d'être resté digne dans la défaite, comme vous l'avez été tant de fois par le passé dans la victoire. Je puis vous assurer que nous reprendrons le combat et que nous vaincrons encore. Après tout, comme vous le dites si bien, dans une formule dont vous seul avez le secret, nous sommes le continent. La victoire n'est toutefois pas le fait du hasard. Elle exige certes du talent,
mais aussi du courage, de la discipline, de l'organisation et un travail acharné. Voilà certainement le secret de notre compatriote Francis Ngannou, qui a émerveillé le monde entier lors de son premier combat de boxe anglaise. Je sais l'importance que vous accordez au football. L'État, dans le contexte difficile qui est le nôtre, consent de lourds sacrifices financiers à cet égard. Il est donc en droit d'exiger une meilleure organisation et de meilleurs résultats. Nous allons y veiller. Le gouvernement et tout particulièrement le ministère en charge des sports ont reçu des instructions claires sur le sujet. Nous étions tous attentifs, on a suivi ce morceau du discours du président de la République, mais ce n'est pas la première fois que l'on entend ce genre de choses. On se souvient en effet qu'au lendemain de la campagne peu glorieuse des Lions indomptables au Brésil, à la Coupe du Monde en 2014, le chef de l'État avait prescrit au gouvernement une enquête pour déterminer les causes de l'échec et proposer des solutions pour la reconstruction du football. Eh bien, étant en possession du rapport que le gouvernement avait produit, Paul Biya a lancé la dynamique de reconstruction de notre football qui s'est traduite progressivement en solutions pertinentes et durables. L'équipe nationale fanion a été reconfigurée à la grande satisfaction des amoureux du ballon rond et le talent des jeunes joueurs faisait désormais partie de la tanière. Acteurs de la société civile, activistes de renom, techniciens spécialistes du sport roi ont déroulé un inventaire de propositions objectives ou drastiques à l'effet de redonner à la sélection nationale fanion son lustre d'antan. À cette occasion, on a pu régler l'épineuse question, et nous l'avons dit, des primo-joueurs. Les relations entre la FECAFOOT et le ministère des Sports ont été assainies. 10 ans après, on en est à parler de l'équipe nationale. Mais quelle formule donner pour que nous ayons de meilleurs résultats, pour que l'équipe nationale, les Lions indomptables, puissent nous apporter de meilleurs résultats? En passant. La mentalité est un gros problème. Quand je parlais de fighting spirit, en vérité, je voulais aboutir à la mentalité. Il y a la loi, il y a l'esprit de la loi, mais il y a ceux qui doivent mettre en œuvre la loi. C'est là où se trouve tout le problème. C'est-à-dire que les gens à qui on confie certaines responsabilités ne sont pas à même de les conduire jusqu'au bout avec un esprit de sérénité qu'ils vont diffuser à tous les acteurs. C'est là le problème. Le chef d'État peut encore cette année revenir avec d'autres textes s'il veut, il peut encore modifier. Mais on risque dans les 10 ans qui viennent avoir le même problème si ce sont les mêmes individus avec la même façon de faire qui sont toujours aux affaires. Rien ne va changer tant que l'esprit est tel qu'il est là aujourd'hui. On peut aller avec même les joueurs locaux, en Coupe d'Afrique ou en Coupe du Monde, il y aura toujours le même problème. Sur le plan purement sportif, je me suis posé des questions. Il y a un jeune qu'on a embarqué dans l'aventure qui aujourd'hui est la risée des réseaux sociaux parce qu'il portait un baffle et puis il se courbait, il dansait. Il est dansé un peu partout à travers le monde. Oui, c'est bien. On me dira, c'est bien, c'est un élément de motivation. Non, ça ne motive rien du tout. C'est des histoires dormies debout. C'est-à-dire qu'on amène un enfant pour venir jouer, mais il finit la compétition en animateur. Ce n'est pas normal. D'autres, même qu'on aurait pu exploiter pour jouer, on ne les met pas sur le terrain. Donc, techniquement, on est à côté de la plaque. Et pourquoi on en arrive là? C'est parce que l'esprit est corrompu il y a fort longtemps. Comment est-ce qu'on sélectionne? Qui est-ce qu'on sélectionne? Comment on déplace ceux qu'on sélectionne? Pourquoi on les sélectionne? Et pourquoi on ne sélectionne pas d'autres? C'est pour ça qu'il y a eu cette question. Je regardais le directeur récemment sur CATV Sport qui parlait de, je crois qu'avec les autres débattants, qui revenaient un peu sur le fait qu'on ne peut pas avoir un Onana titulaire à United, Manchester en Angleterre, mais qui vient en sélection, qui ne joue pas. Ne l'appelez pas. En fait, mon humble avis, c'est que ne le convoquez pas du tout. Coupe du Monde, vous avez servi une mauvaise salade, où il était là, vous l'avez chassé. Coupe d'Afrique, il arrive, vous prétextez tout et rien, et il ne joue pas. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Il n'y a pas un combat entre les deux gardiens. Ça n'existe, il n'y a pas. Ils n'ont pas de problème. Le management, parce que j'ai dit, on a collé à celui qui est entraîneur. Bon, il a dit qu'il n'est pas entraîneur. Je suis d'accord avec lui, parce que quand on a dit manager-sélectionneur, effectivement, je l'avais dit ailleurs, manager-sélectionneur, il y a des éléments qu'on met à l'intérieur de manager-sélectionneur. C'est une innovation en football qui date de quelques décennies, mais qui est arrivée comme ça et qui
est venu battre en brèche le statut d'entraîneur. Alors, dans manager-sélectionneur, vous êtes incapable de nous parler du vécu d'une saison de chaque joueur que vous avez convoqué. Est-ce que vous les suivez au quotidien? Est-ce que vous savez ce que M. Onana a comme problème à United? Est-ce que vous savez ce que M. Mbeumo a comme problème à Brighton? Est-ce que vous savez, vous, le manager sélectionneur? Le manager sélectionneur ne peut pas dire, vous sélectionnez les gens, vous les mettez là, vous les empaquetez et on va en compétition. Non, vous devez connaître le vécu quotidien de ces sportifs qui sont des athlètes de haut niveau qu'on doit suivre à la trace. Ouais, donc à ce niveau, on échoue. Prince, quelle formule pour donner une belle image à notre football? Vous avez dit que le gouvernement doit pouvoir prendre ses responsabilités et tirer les leçons de cette débâcle des Lions indomptables et prendre des mesures draconiennes parce que ça vient du haut. Vous avez dit il y a 10 ans, le président l'a dit, et que nous n'avons pas véritablement évolué, mais je pense qu'il faut tirer les conséquences de ces débâcles. Tirer les conséquences de ces débâcles, c'est déjà sur le plan technique, revoir tout cet environnement-là, parce qu'on l'a vécu, c'est-à-dire qu'on a vécu des lacunes énormes sur le stade, et donc par conséquent, sur le plan technique, il faut tirer des conséquences. Au niveau de l'organisation, vous nous direz que nous avons, la FECAFOOT a un mandat, mais je pense qu'il faut pouvoir faire pression et peut-être leur marquer à la culotte pour que des choses soient faites dans les normes. C'est vrai, le football reste un sport collectif. Et je crois que la solution, c'est qu'on quitte du football comme un sport individuel à un sport collectif. Parce qu'à un moment, je crois que si les individualités sont au-dessus du collectif, ce n'est pas une équipe de football qu'on organise. Exact. Les individualités ne commencent pas seulement sur les 11 qui sont sur le terrain, mais je crois que même dans l'organisation de la compétition et même la préparation de la compétition, il faut éviter de laisser entrevoir les individus, mais de voir l'équipe nationale de football du Cameroun. Et il faut aller chercher donc maintenant, pourquoi est-ce qu'on met en valeur des individualités plutôt que de construire une équipe performante? Voilà la question de fond. Et je pense que ceux qui ont cela en charge, que ce soit du point de vue de ceux qui ont reçu les instructions, ou ceux qui sont en charge d'animer la dynamique de cette affaire, qu'il faut qu'on se pose des bonnes questions. Vous pensez, si vous étiez devant le ministre des Sports, il est question, on lui a demandé de réorganiser cette affaire-là. L'idée que vous lui donnerez, c'est quoi? Non, le président de la République a dit qu'il a donné des instructions au ministre des Sports et au gouvernement. Qu'il va aller appliquer. Il n'a pas dit de trouver des solutions. C'est vrai, et il n'a pas dit lesquelles. Il a tout simplement dressé le constat d'échec de l'équipe et a appelé l'attention sur le fait que quand même, pour aller à ce genre de choses, on doit s'organiser, on doit travailler et on doit être discipliné. Ça fait 3 axes sur lesquels ceux qui ont à charge de traduire les instructions du chef de l'État de manière concrète doivent penser sérieusement. Moi, je pense que il a indiqué... Non, la question vous est posée comme spécialiste. C'est justement, le spécialiste ne doit pas faire en dehors des réalités. Le spécialiste... Si vous étiez en face de cette situation, il nous faut la situation est claire. Allez Gambélé, le président de la République a dit qu'on doit, pour gagner, travailler. Ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment travaillé. Et travailler, là, vous mettez quoi dans travailler, vous, à votre sens? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais justement, monsieur Aléga, je vous ai dit, j'ai dit ici que nous devons tout remettre à plat. Ce n'est pas une affaire de technique seulement. C'est même la façon de penser notre participation à ces affaires. C'est même la façon de penser ce que nous voulons être là-dedans. Nous devons tout remettre à plat. Revenir aux fondamentaux. La performance a des déterminants. On parle des Lions indomptables, c'est-à-dire de l'équipe Fanion du Cameroun. Nous ne parlons pas des équipes qui jouent au stade de Loncac. C'est vrai, moi je dis que j'ai suivi quand même un certain nombre d'autres spécialistes du football. Et tout le monde revient sur une question précise, celle des individualités au sein de l'équipe nationale du Cameroun. Oui, c'est-à-dire nous avons une équipe, c'est 11 joueurs sur le terrain et des remplaçants. Pourquoi les individualités? Moi, je dis que quand on revient à dire que c'est les individualités, oui, d'accord.
Mais le problème n'est pas là. Mais la première solution serait donc de trouver un élément qui va briser les individus pour que nous devenions une équipe. Pour trouver, on pose la question pourquoi. Nous disons la même chose. C'est pour ça qu'on parle d'organisation. Donc nous parlons d'organisation. C'est pour ça qu'on parle d'organisation. Et ceux qui sont en charge, il faut bien traduire, il faut bien comprendre l'esprit des instructions, du président de la République. Parce il qu'on a parle mis du la division gouvernement et particulièrement la division, le ministre des Sports. Pourquoi le gouvernement? Parce qu'il y a beaucoup d'entités qui gèrent la question du football dans notre pays. Alors, et donc, je pose donc la question, est-ce que il faut faire cette analyse froide. Le bout du tunnel, Prince, est-ce que vous voyez le bout du tunnel, Cyril, docteur Révélé? Je vais vous dire quelque chose, monsieur Alega. Nous sommes habitués à cet esprit de défiance entre les organisations. Non, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire quelque chose, monsieur Alega. Vous savez, nous sommes dans le sport et ces choses sont normées. Il y a des règles. Voilà. Nous avons regardé le dispositif normatif qui permet de gérer les équipes nationales de football du Cameroun. Vous allez avoir un décret que le chef de l'État a mis pour organiser, mais vous allez avoir, qui dit que les choses sont peu ou plus réglées par convention entre la FECAFOOT et le ministère des Sports, et vous allez remarquer que toutes les conventions qui sont signées sont des conventions de gestion. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ça explique comment nous allons gérer financièrement voilà, l'équipe nationale, etc. Pour la plupart. Alors qu'on devait faire quoi? Pour la plupart. Docteur? Or, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, la loi camerounaise sur le sport dispose que les relations de cette nature entre l'État et les fédérations doivent être, n'est-ce pas, encadrées par un élément intéressant qui est la convention d'objectifs. Alors, à partir de là, si je vous posais la question de savoir quel était l'objectif. Voilà, donc si on commence par là, non, quels étaient les... Moi, je n'ai pas dit qu'il n'y en avait pas. Moi, j'ai posé la question parce que je crois que même le chef de l'État a de la difficulté à cerner clairement quels étaient l'objectifs. Il y avait un résultat qui était escompté. Oui, mais le président parlait de... Mais il trouve quand même qu'on a été éliminé prématurément par rapport au résultat escompté. Oui. Et là... il y a des indicateurs comme à l'économie, de mon ami le journaliste, il y a des indicateurs de l'économie. Bien sûr. C'est ça qu'on doit interroger pour savoir quelle était la pertinence des objectifs. Alors, Jean-Patient Tchalan est parti. Nous avons été rejoints, et je l'ai signalé par Charles Ebouné qui est là. Bienvenue, Charles. Bonjour Séverin et bonjour à nos co-panélistes. Votre entrée nous permet d'aborder le deuxième sujet de notre émission qui porte sur le texte et le contexte de la circulaire du MINCAF. Un certificat de possession des droits fonciers coutumiers administrativement reconnu dans le cadre de la procédure de traitement des demandes d'immatriculation directe des dépendances du domaine national occupé et ou exploité en vue de l'obtention d'un titre foncier a été institué par le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières du Cameroun. Il y a eu des circulaires signées en date du 9 février 2024. Posons-nous la question de savoir qu'est-ce qui change fondamentalement au sens des dispositions pertinentes de l'ordonnance du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier. Je sais que Prince, vous êtes très proche de ces questions-là, vous avez parcouru ces textes-là. On a avancé, on est sur place? Non, je pense qu'on a mis, comment je vais dire ça, on a injecté un élément pour mieux avancer. On a mis un élément pour mieux avancer. Vous faites bien de le rappeler. Déjà, il faut définir ce que c'est que le domaine national pour la bonne compréhension des téléspectateurs. Vous savez, le domaine national, je vais le dire de façon basique, vous savez, il y a une loi, il y a une ordonnance qui a été prise en 1974, notamment plus précisément le 6 juillet 1974, fixant le régime foncier au Cameroun. Et donc, lorsque cette ordonnance est prise, les terres, c'est-à-dire que les terrains qui n'ont pas été immatriculés, c'est-à-dire que, trivialement, les terrains qui n'ont pas été immatriculés... Qui n'ont pas de titre foncier. Qui n'ont pas de titre foncier, non. Il y a immatriculation, qui n'ont pas de titre foncier, tombent dans le domaine national. Et donc, pour obtenir le titre foncier, il y a deux façons de le faire. La première, c'est la demande d'immatriculation directe pour obtenir un titre foncier. C'est-à-dire que vous avez votre famille, elle existe, votre famille est installée quelque part peut-être depuis un siècle, elle a envie de normaliser ces terres,
ce qu'elle doit faire, c'est de faire une demande d'immatriculation directe, avant 74. Maintenant, si vous voulez, si vous êtes né après 74, vous devez procéder par une demande de concession ou alors une demande d'exploitation provisoire. Ça, c'est le contexte. Et maintenant, pour le faire, vous passez par une commission consultative qui est gérée, qui est alors coordonnée par les autorités administratives des séances, c'est-à-dire que le préfet, avec comme composants les chefs de service des départements départementaux des cadastres ou des domaines, et ainsi de suite, avec, à l'époque, des chefs traditionnels. Mais c'est là où est venu le problème, parce qu'à un moment donné, on a enlevé les chefs traditionnels de cette commission. Non, il y avait, vous savez, dans l'esprit de ce texte-là, le texte 74 n'avait pas prévu, en réalité et officiellement, les chefs traditionnels. Et donc, à l'époque, ce qu'on utilisait, c'était une attestation d'abandon des droits coutumiers, qui était signée, qui était curieusement signée, et authentifiée par les autorités administratives, alors que ce n'était pas inscrit dans la loi. Vous voyez ? Et donc, c'est la raison pour laquelle, en 2022, lorsque le MINCAF prend une circulaire pour dire, écoutez, ces certificats d'abandon des droits coutumiers ne sont plus valables, des gens ont crié à une sorte de, comment je vais dire ça, d'entorse peut-être à la loi, alors que ça n'existait pas. Et c'est la raison pour laquelle le MINCAF avait engagé une sorte de conciliabule avec les autorités traditionnelles pour le placer au centre de l'affaire sur le plan légal. D'où donc la circulaire du 9 septembre dernier. Alors, est-ce qu'on est sorti... Je voudrais préciser, Séverin, oui, que le 9 février, le MINCAF a signé 2 circulaires, en fait. Et il faut comprendre les deux, parce que si on les sépare, il y a un problème de compréhension du deuxième qui est l'objet de notre échange. Le premier, il faut le dire, revient sur une précision de l'ordonnance de 1974 et la loi de 1976 qui n'avait pas été clairement identifiées, ce sont les commissions consultatives. Dans ces commissions consultatives, avant, on disait simplement le chef traditionnel et 2 notables. La circulaire numéro 2 que nous avons en main, prise avec la circulaire 001, qui est également là, montre désormais que on ne parle pas seulement du chef traditionnel de 2 notables, mais on précise que les 2 notables qui sont concernés, parce qu'un chef traditionnel, c'est un village avec un ensemble de quartiers. Et des familles. Oui, et des familles. Les 2 notables qui sont concernés doivent appartenir de façon stricte aux familles pour lesquelles le terrain est mis en débat ou en échange. Appartenir donc, comment? Appartenir, ça veut dire... Si dans la famille, il n'y a pas de... Ça veut dire avant, je précise, avant Séverin, le chef, quand il était invité à une commission consultative, il choisissait au hasard 2 notables qui l'accompagnaient. Désormais, la communauté qui est concernée désigne son représentant, qui est obligatoirement et de fait un des accompagnateurs du chef. Ça fait qu'on ne parle pas du terrain de ma famille sans quelqu'un qui a été désigné par ma famille, première chose. Deuxième chose maintenant, quand le chef traditionnel arrive dans la commission consultative, sa voix au départ était une voix juste consultative, c'est-à-dire on pouvait l'écouter, mais on prenait des décisions sans lui. Avec la circulaire qui vient d'être publiée, ou les 2 circulaires qui viennent d'être publiées, ce que le chef traditionnel dit a pouvoir d'arrêter le travail de la commission. C'est-à-dire s'il dit que sur ce terrain de la famille Kiné, on ne peut pas le mettre en vente parce que celui qui voudrait l'acheter n'appartient pas à cette famille, on ne lui dit plus qu'il est consultatif, mais on arrête. Oui, il n'est pas question, il ne faut pas faire l'amalgame, il n'est pas question forcément d'achat. Je vous ai dit, c'est pour ça que j'ai tenu à définir. C'est un exemple que j'ai pris quand je parle de l'achat. Le domaine national. C'est une illustration. Oui, c'est-à-dire que vous avez, je prends vraiment de façon terre à terre, vous avez vos terrains dans vos familles. Vous devrez le normaliser. Le normaliser, c'est quoi? Il faut faire, quand c'est le domaine, si vous êtes sur le domaine national, il faut faire une demande d'immatriculation directe. Et donc, vous saisissez donc l'administration. La commission consultative est coordonnée par le préfet, avec des membres, notamment les fonctionnaires du MINCAF. Et donc, à l'intérieur, aujourd'hui, on exige les chefs traditionnels
Vous voyez un peu pourquoi le chef traditionnel? Parce que le chef est en même de dire Kingé, la famille Kingé, qui demande l'immatriculation directe pour obtenir le titre foncier sur cette terre, a vécu ici depuis fort longtemps. Nous l'avons vu vivre ici depuis fort longtemps. Je ne sais pas si vous me suivez. Je le dis pourquoi. Parce que il y a eu des problèmes, par exemple, récemment dans le CAM, où le MINCAF a annulé des titres fonciers. Et qui a fait le chou gras de la presse, où on a accusé le MINCAF d'accorder, de changer la loi, de changer la loi, comme c'est le cas pour le d'annuler des titres fonciers à l'emporte-pièce. Le cas d'une CAM était quoi? Je prends le cas d'une CAM pour l'illustrer. Vous avez donc des gens, la loi dit que pour faire une demande d'immatriculation directe, vous devez être né avant 74. Je dis avant 74 et être autochtone de la localité où vous demandez, où vous faites la demande d'immatriculation directe pour obtenir le titre foncier. Mais vous vous retrouvez avec des gens qui ont obtenu des titres fonciers qui ne sont ni autochtones de la zone en question, et qui sont nés après 74. Et ils ont des titres fonciers. Et lorsque les collectivités territoriales, des collectivités traditionnelles ou alors les chefs traditionnels se plaignent, on saisit simplement le MINCAF pour dire, écoutez, on ne sait pas si vous appliquez la loi ou les textes, parce que nous avons des gens ici qui prétendent avoir un titre foncier alors qu'ils ne sont ni autochtones, nous ne les connaissons même pas. C'est-à-dire que même sur le don et leurs origines, nous ne les connaissons même pas. Ils n'ont pas vécu ici. Et ils ont des titres fonciers. Voilà. Ouais, un peu. D'où l'importance dans le processus d'obtention. Je dis dans le processus d'obtention de ces titres fonciers par voie d'immatriculation directe sur le domaine national, la place des autorités traditionnelles qui, dans la constitution des dossiers, peuvent dire, écoutez, ce monsieur qui demande là, nous ne le connaissons même pas, nous ne connaissons pas sa famille, il n'est pas d'ici, ainsi de suite. Il faut dire que ce sujet a fait l'objet d'un traitement particulier dans les journaux. Le quotidien Mutation nous parlait de la visite du chef à la une. Oui. Le jour a indiqué que les chefs traditionnels reviennent dans le jeu de la procédure. Alors, je vous prends, c'est vrai, j'insiste parce que je prends cet exemple pour illustrer, pour que les gens puissent dorénavant être corrects. Parce que vous avez des gens qui ont obtenu des titres fonciers. Je vous cite la loi. Vous voyez, qui ont obtenu des titres fonciers. Et ces autorités traditionnelles-là vont en justice, curieusement, ces gens ont gain de cause. Je dis curieusement. Que c'est une curiosité. Oui, c'est une curiosité. Ils ont gain de cause. Pourtant, la loi est claire. Et ceux-là, parce qu'ils ont la force de l'argent, brandissent donc les décisions de justice pour dire, écoutez, le ministre ne peut pas annuler notre titre foncier alors que nous avons eu gain de cause en justice. Et lorsque vous menez, nous qui avons mené par exemple cette enquête, vous allez au niveau des délégations, notamment pour le CAM, vous ne trouvez pas de fond du dossier. Et c'est un problème. Donc, les gens qui disent souvent qu'il y aura la guerre foncière au Cameroun ont des fois raison. Pourquoi? Parce que les différentes parties ne respectent plus rien. Pourtant, lorsque vous êtes né après 1974, est-ce que vous voulez obtenir un titre foncier sur le domaine national? Vous devez procéder simplement par concession, par la voie de concession. C'est permis. Alors, c'est vrai, ça veut clairement dire, pour faire simple, que le ministre est dans son rôle, que d'indiquer les procédures, que de recadrer les déviations, que de normer le secteur, mais est-ce que la façon de le faire va suffire à changer les pratiques? Parce qu'en fait, là, il s'agit des pratiques. Oui. En même temps, le ministre est dans son rôle, comme vous dites, mais on écoute quand même des voix qui s'élèvent pour dire que non, le ministre a changé la loi. Et on voit tout de suite ce que Prince ne veut pas entendre, l'achat des terrains. Cyril, je pose la question également à M. Bounet. Est-ce que vous voyez un peu la sortie du bourbier, parce que nous y sommes, dans cette affaire de terrain et les litiges fonciers au Cameroun, c'est des enjeux énormes. Parce que récemment, on a suivi tout un quartier à Yaoundé, en Guissa, on devait déguerpir tout le monde parce qu'une personne a de cette nature. Est-ce que vous pensez qu'avec ces circulaires, qui viennent clarifier la loi? Simplement. Parce que le titre foncier, c'est un document du Cameroun. Il faut que, quand il a été émis, qu'il soit indiscutable. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'à chaque titre foncier, on peut apporter des disputes et le remettre en question.
D'où les décisions du ministre qui régulièrement suspend un certain nombre de titres fonciers. La circulaire ne va peut-être pas apporter comme un coup de bâton magique la solution. Mais au moins, elle a cette facilité de démontrer que si je suis originaire d'une localité et que je n'ai pas l'impression que la commission qui a fait le travail a pris en compte mes intérêts sur cette localité, je peux, avant que le document ne soit publié, c'est-à-dire le titre foncier, interjecter une opposition et dire non. Oui, Première chose. Deuxième chose. Oui, mais c'est vrai, on doit aller plus loin. Non. Parce que si on ne raisonne que comme ça, le ministre il va passer sa vie à suspendre les titres fonciers. Oui, mais si les gens ne sont pas corrects. La réalité, c'est que je dis que nous interrogeons les pratiques. La réalité, lorsque maintenant quelqu'un sera coupable d'avoir délivré un titre foncier. Vous laissez le docteur Evelyn finir, vous allez prendre la parole. Sera coupable d'avoir délivré un titre foncier alors qu'il ne devrait pas. Le fait de simplement que le ministre l'annule ne change pas la pratique. Ça veut dire qu'il a seulement annulé pour un cas. Oui. Et que la pratique peut continuer. Il faut qu'on arrête la pratique. C'est les mauvaises pratiques qu'il faut qu'on arrête. Tout à fait. Plutôt que de chercher à expliquer par une règle une autre règle, de chercher par un texte un autre texte. Nous avons un dispositif normatif pertinent qui se renforce de plus en plus. Il faut le faire respecter. Oui, que les gens ne respectent pas. Ça, il faut commencer par... Je pense que si vous me permettez de dire quelque chose, je vais toucher un mot pour fixer le cadre. La circulaire, comme Séverin le disait, vient ici, c'est une sorte de, comment je vais pas instruction, de recadrage pour permettre aux fonctionnaires en charge de ces questions-là de mieux travailler. Vous voyez un peu? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de certificat de possession des droits fonciers coutumiers administrativement reconnus, qui est signé par le délégué, qui sera signé par le délégué départemental du MINCAF, des séants, et qui a pour membres notamment les autorités traditionnelles, les notables. On a même précisé quelque part, si on arrive dans une localité, on prend le notable le plus âgé. Pourquoi le notable le plus âgé? C'est parce que celui-là est à même de dire, vous qui demandez, faites une demande d'immatriculation directe. Il est à même de dire que vous là, je ne vous connais pas ou je ne connais pas votre famille n'était pas installée ici. Ça, il faut le préciser pour éviter de tomber dans... mais il ne le dit pas seulement. Non, je dis... Au dire de cette circulaire, il ne le dit pas seulement. Il le démontre et il empêche la poursuite de la procédure. C'est pour éviter. Parce que justement, c'est pour éviter que des gens puissent arriver au sommet, obtenir des titres fonciers, alors qu'ils n'en avaient pas droit. Voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle les chefs traditionnels sont mis au centre. À la question et lorsque le document en question, le certificat de possession des droits fonciers en question, sera un élément, une pièce, qui sera mis dans le dossier afin d'envoyer Moi, je suis c'est pour ça que c'est important. Ce certificat est désormais un document unique sur une parcelle donnée. Exactement. Avant, on pouvait, sans avoir ce certificat, aller obtenir un titre foncier. Là, on avait la cacophonie. Mais aujourd'hui, ce certificat, si vous ne l'avez pas, ou bien s'il est contesté, le dossier n'avance pas. Donc la question est résolue. Si vous permettez, le Cameroun a choisi comme philosophie administrative la démocratie. La démocratie a comme une des valeurs le respect de l'état de droit. Ouais. Si nous continuons à ne pas respecter les textes qui ont été établis, si nous continuons à ne pas respecter la loi à cause des pratiques établies, pour certains d'entre nous qui travaillons beaucoup avec le monde extérieur, nous avons un problème d'image. C'est tout. Un problème d'image parce que ça renvoie à une question de la sécurité judiciaire. Il y a certains des Camerounais qui sont établis à l'extérieur. Il y a certains partenaires au développement qui viennent au Cameroun. Écoutez, il sera extrêmement dangereux de se lever un matin, après avoir vu les chefs traditionnels Douala, et dire à Dangote, avec son siège de Dangote Group à Douala, que là où vous vous êtes installé, le siège ne vous appartient pas. Vous avez vu les mauvaises personnes qui vous ont donné ce terrain. On va recommencer à zéro avec 30 000 Camerounais
employés par le groupe Dangote, il sera extrêmement dangereux de se lever un matin et dire au groupe MTN, je peux en citer sans publicité pour eux. Oui. Ce que je mais suis il faudrait qu'ils respectent les procédures. Excusez-moi, c'est pour cette raison je reviens que le docteur Malik a évoqué la question essentielle. Au Cameroun, nous avons pris les habitudes qui sont hors du cadre de la loi. Exactement. Et lorsque quelqu'un vient pour implémenter la loi, vous êtes considéré comme un élément dangereux. Exact. Parce que les gens ont payé l'argent. Non, Camerounais, respectons-nous le cadre juridique établi et tout ira mieux pour l'épanouissement du pays. Voilà. Je voudrais revenir dessus pour comprendre l'objectif même de cette circulaire. Parce que vous avez fait bien dire que j'ai suivi ces questions. En 2019, par exemple, vous avez dû voir, le ministre a sorti une décision suspendant les procédures d'obtention des titres fonciers au moins sur 41 départements. 41. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait tellement de problèmes. C'est-à-dire que les gens se plaignaient de ce que les gens ont obtenu des titres fonciers alors qu'ils n'avaient pas le droit. Et après enquête, on s'est rendu compte que ces gens avaient raison. Et donc, le ministre avait mis le veto en disant, dans ces localités-là, je n'empêche pas que vous faites une demande, mais au préalable, on va donner un certificat. Excusez-moi, voici ce qui fait problème. Le ministre règle 2 ou 3 cas qui sont à sa portée. Qu'il est au courant. Et il y a 12 millions de cas qui sont en instance de règlement. Je pense que ce qu'il faut dire aux Camerounais est que tout le monde qui s'engage dans le domaine foncier, comme dans d'autres activités, comme dans d'autres choses dans ces pays, comme dans le football que vous venez d'évoquer, respectons la loi et chacun va dormir en paix et il y aura un développement sans difficulté. C'est pourquoi je dis que sans trop tirer, une minute, sans trop tirer cette circulaire qui est en question aujourd'hui, la numéro 0002 du 9 avril, règle le problème. Règle le problème de façon définitive. Non, mais il règle le problème. Simplement, docteur. Oui. Non, pas des cas évoqués. C'est-à-dire désormais, partout où on doit commencer une procédure d'immatriculation, en ce sens, il clarifie désormais la règle du jeu. Oui, tout à fait. Mais le problème, c'est que nous sommes dans un jeu. Et que dans tout jeu normé, il y a des gens qui respectent la règle et il y a des gens qui contournent, qui tentent de contourner la règle. C'est pour cela que nous parlons des pratiques. Non, je vous ai pris C'est que nous avons beau dire, écoutez, mon cher ami, je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'on dit que vous devez sélectionner des joueurs de nationalité camerounaise, je vous prends le cas du sport. Tout à fait. Et que vous ne sélectionnez pas des joueurs seulement de nationalité camerounaise. Mais nous sommes sortis du sport. Hein. Bon, je prends un exemple. Pour dire que dans la circulaire, c'est pareil. Nous allons mettre des dispositions. Mais ce sont des gens qui sont chargés de les appliquer. Exactement. Oui. Pas, la circulaire ne s'applique pas d'elle-même. Tout à fait. Et c'est là que le bas blesse. Parce que nous avions à l'époque, vous voulez dire que tous ceux qui ont acquis les titres fonciers à l'époque, de manière normale, c'est parce qu'il y avait un dispositif anormal qui fonctionnait? Non. C'est parce que les gens étaient soucieux de respecter. Tous ne sont pas exempts de tout reproche. Parce que si vous suivez les contentieux, nous arrivons à une situation contentieuse, vous réaliserez que... Je parle de ceux qui ont acquis les titres fonciers normalement. Oui, tout à fait. Voilà. Ceux qui ont acquis les titres fonciers normalement ne sont pas dans une situation contentieuse. Aujourd'hui, la circulaire... Ceux qui n'ont pas acquis les titres fonciers normalement ont usé soit du trafic d'influence, soit de leur argent, de la corruption. Soit de la corruption. Qu'on fait l'économie des mots. Ça interroge quoi tout ça? Ça interroge les pratiques de ceux qui sont en charge de cette activité. Je voudrais dire une chose. Tant que nous n'allons pas régler la question des malpratiques dans notre société ou dans notre administration ou dans la conduite de nos affaires, mais bien, on n'aura pas réglé le problème. Monsieur Malik, la réalité c'est que les personnes qui sont appelées à faire appliquer les règles sont des fonctionnaires. Oui. Des fonctionnaires, ce sont des personnes, des individus que l'on connaît. Si on a peur de pointer du doigt ce que ces personnes font, on se fait du mal à soi-même. C'est-à-dire, il y a une circulaire. Nous sommes dans un département X ou Y. Ce responsable de département n'est qu'un fonctionnaire qui peut-être n'a rien à voir avec ce département, je dis, attachement originel. Mais il n'est là que pour un temps. Si vous laissez que cette personne vienne chez vous et qu'elle fasse
comme bon lui semble. C'est qui le régulateur? C'est qui le régulateur? Parce que la circulaire nous donne à nous. Je voudrais vous rejoindre. La circulaire nous donne à nous. Vous avez parlé d'un jeu. Docteur Mali. Vous avez parlé d'un jeu. Dans un jeu, il y a les fonctionnaires, c'est simplement une partie des acteurs. Oui, non, je veux dire que nous sommes des acteurs. Quels sont les partis dans ce cas précis? Quels sont les partis en jeu? Quels sont les partis en jeu? Puisque nous parlons de demande d'immatriculation du domaine national, quels sont les partis en jeu? Les partis en jeu, c'est les fonctionnaires du MINCAF, chapeautés par les préfets. Des fonctionnaires toujours? Oui, des préfets, parce que les autorités administratives, la précision en vaut la peine. Et je vous rejoins parce que les gens n'en parlent pas beaucoup. J'ai lu, que ce soit dans les discours et plusieurs circulaires du MINCAF, qui indexait les autorités administratives. Oui. Plusieurs fois, qui indexait les autorités administratives. Parce qu'au finish, qui valide les dossiers? C'est l'autorité administrative. Qui est le président de la commission consultative? C'est l'autorité administrative qui valide les dossiers afin d'acheminer au ministère des Domaines et des Affaires foncières, au ministère des Domaines et des Affaires foncières, accompagner techniquement des fonctionnaires du MINCAF. Et donc, vous verrez que, Malik, je vous en prie, ce que je dis est important. Mais je veux vous dire tout ce que nous voulons dire. Après, il y a eu souvent, il y a plusieurs fois eu des sanctions, des personnes non seulement mutées ou alors relevées de leurs fonctions. Depuis, moi je n'ai jamais vu un ministère. Je voudrais vous poser. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué comme moi. Comme le MINCAF, où il y a des mouvements à chaque 3 mois. Vous savez pourquoi? La question essentielle, la question essentielle revient au respect de la loi, quel que soit préfet, gouverneur, ministre, SGPF, président de la République. Il n'y a pas que le préfet, le gouverneur, le ministre qui doivent respecter la loi. C'est tout le monde qui doit respecter la loi, y compris l'usager du service public. Revenons sur le rôle de la notabilité coutumière dans le dispositif légal d'immatriculation des terres. Donnons la parole à un chef supérieur qui a parcouru ce texte comme nous autres. Il s'agit du professeur Guy Tsalanjomo. Il est chef de premier degré dans le département de la Léquié. Par ailleurs, premier vice-président du Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun. Nous regardons. Les chefs traditionnels font toujours partie de la commission consultative qui elle est présidée par le sous-préfet sur le terrain. Mais je dois dire ici qu'à certains endroits, cette commission a siégé sans que l'on fasse venir le chef. Ensuite, la composition elle-même de cette commission faisait que la vie du chef, on pouvait s'en passer. Et pendant ce temps, et jusqu'à il y a pas très longtemps, les chefs traditionnels avaient pris l'habitude de signer ce qu'on appelait l'attestation d'abandon des droits coutumiers lors des transactions financières aboutissant généralement aux ventes des terrains, à la vente des terrains. Donc il y a quelque temps, le MINCAF avait pris la décision en interdisant aux chefs traditionnels dorénavant de signer ce document qui n'avait aucune place officielle dans le procédé, dans la procédure d'immatriculation des terrains. Donc les chefs se sont sentis mis à l'écart dans les transactions financières, dans la gestion du foncier de leur territoire. Alors, le 9 février, monsieur le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières a donc signé le texte, a signé 2 textes, 2 lettres circulaires, parmi lesquelles celle à laquelle vous faites allusion, c'est celle qui institue le certificat de possession des droits coutumiers administrativement reconnus. D'abord, les chefs sont contents de savoir qu'ils reviennent dans le jeu, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que ce document est co-signé par l'administration, le chef du village territorialement compétent et un notable, avec
comme précision que le notable doit être soit le porte-parole de la communauté ou le porte-parole de la famille concernée par la transaction foncière. C'est-à-dire que dans une chefferie, vous avez plusieurs notables et les notables représentent les familles qui composent une chefferie. Donc, le chef de village territorialement compétent signe, le notable représentant la famille ou la communauté directement concernée signe, et le représentant du ministère du cadastre des domaines du cadastre et des affaires foncières signe. Ce document est donc remis à la personne qui a initié la procédure d'immatriculation de son terrain. C'est un premier document qui permet de savoir à l'administration que, la parcelle existe, elle n'est pas fictive. 2, que cette parcelle appartient à telle communauté et que telle c'est la sienne, il peut l'immatriculer. Les enjeux autour de la terre sont importants. Nous le voyons à travers l'échange que nous avons ici en ce moment. C'est passionnant et on le comprend très bien. Mais nous avons aussi d'autres sujets et je vous invite cette fois à parler de Philémon Yan qui est désormais le candidat de l'Afrique à la 79e Assemblée générale de l'ONU. Le Conseil exécutif de l'Union africaine a endossé la candidature de M. Philémon Yan comme candidat unique de l'Afrique pour ce poste-là. C'était au cours d'une session qui s'est tenue à Addis Abeba. Eh bien, il y a eu des évolutions notables. L'Afrique du Sud a réitéré sa décision de retirer sa candidature dans un esprit de solidarité suite aux multiples rencontres et échanges entre les deux pays et au regard des liens de forte amitié et de fraternité existants entre le Cameroun et l'Afrique du Sud. En attendant l'étape finale du processus, parce que nous sommes dans un processus, le Cameroun doit se féliciter de cette victoire diplomatique, une diplomatie qui repose sur un trépied méthodique de présence, de participation et de rayonnement. Charles Seboulet. C'est une victoire. Certainement, sans doute. Lorsque nous présidons avec l'espoir, à partir du mois de juillet cette année, quand il y aura le vote final, pour l'instant, nous sommes soulagés que la première partie et le premier obstacle est derrière nous, parce qu'il y avait 2 candidats. Et selon le calendrier des Nations Unies, c'est le temps de l'Afrique de présider l'Assemblée générale des Nations Unies. L'Afrique du Sud, en solidarité comme vous venez d'évoquer, en regardant les liens forts entre les 2 pays, le Cameroun et l'Afrique du Sud, a retiré sa candidature au profit du candidat du Cameroun. Sa décision a été indiquée à la conférence des ambassadeurs ou bien les représentants permanents de l'Union africaine. Le sommet qui s'est tenu ce week-end, le conseil exécutif composé des ministres des Affaires étrangères a acté sur cet désistement et ensuite le sommet des chefs d'État a validé. Donc désormais, suite à l'appel lancé au président de la République le 5 janvier dernier au Palais de l'Unité lors de la cérémonie de présentation de vœux au corps diplomatique qui sollicitait le monde entier et surtout le groupe africain de soutenir le candidat solide du Cameroun à ces postes, nous pouvons dire aujourd'hui que l'Afrique que nous voulons voir en 2063 a simplement agi et comme vous le savez très bien, n'attendez pas le triomphalisme côté Cameroun, parce que le triomphalisme n'a jamais été une marque de la diplomatie camerounaise. Donc le monde gagnera avec Philémon Yan, ancien Premier ministre du Cameroun, ancien haut-commissaire du Cameroun au Canada, doyen du corps diplomatique dans ces grands pays, ancien ministre, ancien vice-ministre, ancien magistrat et actuellement grand chancelier des ordres nationaux. Nous ne pouvons que se féliciter et de féliciter les autorités camerounaises, au premier rang le président de la République, Paul Biya. On a l'habitude de dire que notre diplomatie, Prince, elle est. Vous avez prononcé un mot.
Mirobolan. Bah, je ne sais pas. On a l'habitude de dire qu'on ne voit pas beaucoup cette diplomatie, on ne sait pas ce qui se passe exactement. Quand on a écouté Charles tout à l'heure, on se rend bien compte qu'il y a des choses qui se font. Dans le domaine des sports également, il y a beaucoup de Camerounais qui se retrouvent à des postes. Vous-même, vous avez des titres que beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est quand même dire qu'il y a un travail de fond qui se fait, mais peut-être sans bruit. Oui, pour arriver à une telle performance, je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas arrivé sur un coup de baguette magique. Il y a un travail véritable qui se fait. Le président de la République lui-même veille, puisque c'est lui qui donne chaque fois son haut accord et qui déploie les moyens, à la fois les moyens financiers de l'État et les moyens de la diplomatie pour parvenir à ce résultat. Je pense que c'est une belle perspective, c'est une très grande marque de confiance de l'Afrique. C'est l'Afrique qui gagne, mais je veux aussi dire que c'est un très grand honneur et une grande responsabilité pour le Cameroun que de conduire, n'est-ce pas, l'Assemblée générale de cette institution pendant le temps du mandat. Et voilà, on peut être satisfait de cela, mais de nos rapports aussi avec nos amis. Parce que si vous comprenez bien, vous voyez bien que l'Afrique du Sud s'est désistée au profit de la candidature du Cameroun. C'est la preuve de l'excellent, des excellents rapports d'amitié, d'excellentes relations d'amitié entre les deux pays et de l'estime aussi à notre chef de l'État. Parce qu'il faut le dire très clairement, ces choses-là n'arrivent pas simplement entre Charles et nous. Ça se passe au plus haut sommet. Et je pense que ça fait du bien au moment où on sort précocement de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça nous permet d'oublier un peu cela. Peut-être que c'est le temps de repenser notre façon de faire pour engranger des victoires demain. Je pense que c'est aussi l'aspiration du chef de l'État quand il donne les dites recommandations au gouvernement et au ministre des Sports. Donc c'est le temps de penser l'action et en termes d'action, voilà une action qui démontre que nous avons quand même un autre mot à dire sur la scène internationale. Voilà. Et comme le disait Charles tout à l'heure, peut-être il faut aller un peu plus loin que Charles qui disait il ne faut pas s'attendre à du triomphalisme. Et c'est ça le problème justement. Parce que quand on a une victoire de ce genre, il faut dire que c'est une victoire. Si on dit qu'on ne fait pas du triomphalisme parce que c'est la marque de notre diplomatie, nous essayons de faire taire une situation qui peut nous permettre d'avoir une embellie quelque part. Mais je ne pense pas que ce soit le point de vue de Charles. Non. Charles n'a pas dit que... Non, je ne pense pas. Je ne partage pas votre point de vue parce que je ne pense pas que l'idée de Charles, c'était de parler de triomphalisme en termes de ne pas magnifier la victoire. On peut être modeste dans la victoire. Tout à fait. Voilà. Et encore que le processus... C'est d'ailleurs ce que le sport a fait. Ce n'est pas une force de faiblesse. Voilà. N'est pas pratiquer le triomphalisme n'est pas une force de faiblesse n'est pas un signe de faiblesse. Et ça, c'est le job de la diplomatie du Cameroun qui le dit. Bon, peut-être j'ai pris le mot triomphalisme un peu trop loin, mais il y a une différence entre rester pondéré et faire comme s'il n'y a rien eu. Non, c'est deux choses il n'a pas dit qu'il n'y a rien eu. La preuve, il a annoncé que le Cameroun... Il a d'ailleurs rappelé les différentes étapes qui ont conduit à la victoire du Cameroun. Je pense que... Ce que vous refusez d'entendre, docteur Malik, ce que vous refusez d'entendre, c'est que quand il y a ce genre de victoire, ce doit faire l'objet d'une déclaration au moins publique. Mais nous sommes d'accord, sauf que le processus... Mais nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord sur le sujet. À chaque étape de la victoire, on peut dire qu'il y a une victoire. Nous sommes d'accord sur le sujet. Je vais continuer, je vais aller au bout de ce que j'étais en train de dire. Oui, si nous ne disons pas que nous avons acquis des victoires, nous avons le risque que plus tard, ces victoires soient tronquées ou détournées pour d'autres intérêts. Nous sommes d'accord. Le vrai mot que je voulais dire, c'était nonchalant, la diplomatie, que notre diplomatie, parce qu'on nous accuse que notre diplomatie est nonchalante, qu'on ne la... on ne la sent pas. Et donc Charles disait à l'entame de sa prise de parole sur ce sujet, disait que des choses sont faites, même si on n'en parle pas. Je pense que soyons, je ne vais pas dire modestes, parce que nous sommes à une étape. Nous venons de franchir l'étape africaine parce que nous avons pu nous entendre, entre guillemets, avec l'Afrique du Sud. Des pays je vais le dire trivialement, les pays de l'Afrique de l'Ouest, chaque fois qu'on avance avec un pas, on dit on a avancé, et ça fait que je sais pas, la diplomatie du pays est visible. Je pense que... Alors voici le docteur Malik qui a
des distinctions internationales. On se tait. Personne ne le dit. Nous n'allons pas ravir la Oui, bon, ça peut être un problème, non? Bon, quand je parle des pratiques, c'est tout cela. C'est que il y a peut-être une stratégie derrière. Et nous ne sommes pas porteurs de la stratégie. Voilà, porteurs de la stratégie. Alors, nous ne parlons pas. Mais pour des victoires confirmées, pour des victoires affirmées, il faut le dire. Mais il ne faut pas seulement le dire, il faut le valoriser. Voilà. Il ne faut pas choisir qui valoriser et qui ne pas valoriser. Voilà. Alors, ça, je partage votre avis. On ne peut pas être à l'international, on rapporte des victoires, on choisit qui valoriser, on choisit qui ne pas valoriser. Il faut valoriser tout le monde, mais disons que pour ce qui est de la question de l'Union africaine, qui nous préoccupe particulièrement ce soir, et qui est celle de Philémon Yan, c'est de très bon augure pour le Cameroun, et je pense que c'est un succès qu'on mérite, n'est-ce pas, pour lequel on mérite de tirer un coup de chapeau à notre diplomatie et au chef de l'État qui est le chef de cette diplomatie. Alors, nous ne parlons pas uniquement pour nous, autour de cette table, peut-être que vous comprenez mieux cette candidature, ce poste président de l'Assemblée générale de l'ONU. Ceux qui nous regardent peuvent se demander, qu'est-ce que ça apporte au Cameroun, qu'est-ce que ça apporte à l'Afrique, pourquoi autant de passion autour d'un poste qui pourrait s'avérer simplement un poste honorifique. Alors, quels sont les gains possibles pour le Cameroun, pour l'Afrique, si jamais le processus se termine tel qu'il a commencé? En termes de gains, c'est le plus grand branding diplomatique du Cameroun dans le monde. Je sais très bien qu'on a eu le secrétaire général de l'ex-organisation de l'unité africaine. Je sais que M. Issa Hayatou était président par intérim de la FIFA. Je sais que Mme Vera Songwe était secrétaire général adjoint des Nations Unies. Je sais que notre compatriote également, Victor Ntolo, était porte-parole du président de l'Assemblée générale des Nations Unies. Mais depuis l'indépendance et la réunification, nous serons à un endroit où les regards de la planète seront fixés pendant 1 an. Et je pense qu'il n'y a pas mieux que ça pour vendre la valeur du Cameroun dans le monde entier. Et surtout, Charles, nous serons à un endroit où nous allons écouter les préoccupations de la planète et montrer le savoir-faire du Cameroun pour apporter des solutions, n'est-ce pas, aux problèmes qui se posent dans la planète. Et c'est très important. C'est très important. C'est le label Cameroun. Tout à fait. Et c'est très important. Pour le moment, l'Assemblée générale, la 78e Assemblée, est présidée par son Excellence Denise Francis, qui est représentant permanent de la Trinité et Tobago auprès des Nations Unies. Il a été élu donc président de l'Assemblée, la 78e session. Si les choses se passent telles que nous le souhaitons, après lui, ce sera le Cameroun. Tout à fait. Et on a dit que c'est le tour de l'Afrique. C'est le tour de l'Afrique. Si en Afrique, le Cameroun est déjà porté et que le calendrier international respecte que c'est le tour de l'Afrique, ça veut dire que nous sommes en train de marcher vers une victoire diplomatique importante. Et comme disait monsieur Malik tout à l'heure, il faut dire, il faut le redire, il faut que les Camerounais l'entendent pour le célébrer. Parce qu'on ne parle que des mauvaises nouvelles. On ne peut pas être dans une nation où quand c'est une mauvaise nouvelle, on partage. Le Cameroun est, de façon terre à terre, sera le modérateur de tout ce qui va se discuter au niveau des Nations Unies. C'est-à-dire que pour nous journalistes, quel que soit le papier que vous ferez, vous ne vous empêcherez pas de citer Philémon Yan et de rappeler que c'est le Camerounais, que c'est un Camerounais. Donc en termes de branding, en termes le patriotisme médiatique, voilà, en termes de lobby, moi je pense que c'est une victoire. La prochaine COP, on le verra bien. Voilà, la prochaine COP, tout ça là. C'est une victoire de gagner en termes de visibilité pour notre pays. Lorsque vous êtes de loin, vous pouvez porter souvent des jugements parce que vous n'avez pas vécu un certain nombre de choses. Moi, j'étais récemment à Saint-Pétersbourg avec le président de la République. Et je peux vous rassurer que lorsqu'il est arrivé, lorsque les gens ont su, parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces d'arrivée, mais on n'était pas sûr que c'était un chef d'État arrivé. Donc lorsque nous qui étions là... C'était l'invité le plus attendu. Le plus attendu. Et donc tout le monde, lorsqu'on regardait sur vos bancs, on voyait que vous étiez Camerounais, on disait, mais enfin le vieux est arrivé, le vieux est arrivé. Donc lorsque vous avez vécu ça, vous comprenez qu'au-delà de tout ce qui peut se dire sur le président Biya, il y a des gens qui ont de l'estime pour lui.
C'est tout un mythe. C'est tout un mythe. C'est-à-dire que lorsque nous échangeons avec les diplomates des différents pays de ce côté-là, le président est considéré comme un mythe. Et vous avez tout fait de le rappeler que c'était la personne la plus attendue. Et le président Poutine le lui a aussi bien rendu, dans ses différentes interventions. Nous allons attendre la délégation du Cameroun qui est à Addis Abeba. Elle est conduite par le ministre des Relations extérieures, Bélan Béla, qui était d'ailleurs au conseil exécutif, qui nous a donné cette information que nous partageons. Peut-être qu'à son retour, on ne sait pas comment les choses vont s'organiser, peut-être qu'il y aura des déclarations, mais tout au moins, nous parlons de ce sujet-là qui met le Cameroun, qui nous donne beaucoup plus de visibilité. Nous arrivons au terme de cette édition de Scène de Presse. Merci à vous, chers invités. Merci d'avoir pris de votre temps pour être avec nous. Merci à Jean Patient Tchala qui est parti. Bonne suite des programmes sur la CRTV.